transformer et faire les artisans du bâtiment. Et donc, le but de mes transparents, de mes slides, c'est un peu de vous faire réfléchir sur quels sont les enjeux et les vecteurs qu'apporte ou que génère le numérique dans le bâtiment. Et je vais passer en revue quelque part 5 grandes étapes. La première, c'est quand on veut analyser une situation, je dirais, présente, il faut toujours mettre en perspective ces évolutions et regarder dans le temps. Prendre le temps, prendre du recul, de la hauteur et de voir qu'est-ce qui s'est passé dans le passé pour comprendre les tendances lourdes qui nous touchent maintenant. Donc, on va essayer de réfléchir un petit peu sur le parallèle. Y a-t-il un parallèle entre les révolutions industrielles et celles de l'artisan? Et c'est assez intéressant de voir quelque chose qui va se dégager assez vite de ces deux parallèles. Ensuite, on va commencer à parler de l'artisan 2.0. Alors, certains sociologues parlent d'artisan augmenté, donc il y a des termes comme ça, un peu nouveaux. Alors, c'est parfois un petit peu bizarre, c'est creux parfois, mais on va voir que c'est un concept qui est assez fort, assez dense en fait. Ce n'est pas juste un dogme, je dirais, à la mode. Et ensuite, par contre, on va un peu redescendre sur Terre et puis parler au concret pour vous donner des exemples concrets des produits que l'on développe et que l'on propose à nos artisans, qui sont quelque part l'exemple, la droite lignée des évolutions, des tendances lourdes de l'artisanat. Et puis ensuite, on dira, une petite conclusion des perspectives, et on aura un petit quart d'heure de questions-réponses pour clore la séance. Alors, donc moi, je suis un ingénieur en électronique. Donc j'ai un cursus de 25 ans d'expérience dans les puces électroniques, c'est-à-dire que j'ai bossé pendant 25 ans dans une grosse entreprise française qui fait des puces pour les ordinateurs, pour les voitures, pour les avions, pour les portables, bref, pour l'Hi-Fi, pour l'ensemble des appareils qui sont chez vous, qui sont branchés sur le courant électrique. Donc, je connais bien la technologie, ce qu'on appelle les high-tech, les logiciels, le software, le hardware, les puces, et pas un coup fin. Et en même temps, en parallèle, mon beau-père était un artisan couvreur compagnon qui a longtemps travaillé, qui a fait beaucoup de très beaux monuments historiques, qui a une notion de l'artisanat. Dans le mot artisanat, il y a le mot art. C'est des gens qui transmettent un savoir-faire de l'art pour faire une belle couverture, une belle gouttière, une belle tapisserie, bref, des beaux carrelages, que sais-je. Et c'est un peu ce mélange des deux, ces expériences du digital d'un côté et de l'artisanat de l'autre, qui m'a permis de comprendre que ces tendances un petit peu qui se mettent en place et qui ont bousculé en fait, et qui bousculeront encore l'artisan. Et donc, on va commencer un petit peu à réfléchir, je veux dire, il y a eu dans le passé des révolutions industrielles, et quelque part, est-ce que l'artisan, lui, l'artisan 2.0, est-ce qu'il en est l'héritier? Est-ce qu'il c'est similaire? Comment est-ce qu'on compare? Comment est-ce qu'on met en perspective l'un par rapport à l'autre? Et c'est un petit peu ce que je vais essayer de vous montrer durant les prochaines pages présentées. Alors, les chercheurs, les sociologues, en fait, s'accordent à dire qu'il y a eu 4 révolutions industrielles depuis que l'industrie existe. Et la dernière, la 4e, est toujours présente. La première a eu lieu il y a quelque temps, fin du XVIIIe siècle, et qui était liée à la capacité qu'ont eu les gens, les êtres humains, à utiliser la vapeur d'eau comme vecteur d'énergie pour mécaniser certains nombre de tâches. Donc la mécanisation était la première révolution industrielle qui a permis par exemple la création de métiers à tisser, la création de la locomotive par exemple, grâce à la vapeur. Et puis on remonte un petit peu, on revient vers nous, vers 1905, 110, où il y a eu la mise en œuvre du courant électrique, le courant, l'électricité qui a généré des usines de production en masse d'objets complexes ou simples comme la voiture. Ford, avec sa Ford T, était le premier à avoir produit en masse sa Ford T grâce
au fait qu'il ait pu brancher ses machines de production sur le courant électrique. Et encore, on se rapproche de notre présent. Il n'y a que 50 ans, hein, c'est pas vieux par rapport à l'échelle humaine. On a innové en créant des puces électroniques. Et ces puces électroniques ont permis la création d'ordinateurs, d'automates. L'informatique, c'est l'ordinateur, et l'automate, c'est des appareils qui bougent, qui font des travaux de manière automatique, grâce au logiciel. Donc c'est là qu'on a vu apparaître les puces électroniques et également les logiciels. Et la conséquence, c'est qu'on a pu faire bouger des appareils très précisément grâce au logiciel en donnant des ordres à distance à des machines pour faire des choses. Exemple, les charpentiers utilisent maintenant tous, enfin beaucoup en tout cas, des commandes numériques pour tailler des solives, des pannes qu'ils ont décidé sur un ordinateur et que la machine qui est à quelques centaines de mètres, enfin, dans un autre entrepôt, elle fabrique les pièces de bois demandées. Et depuis maintenant à peu près 10-15 ans, on a la quatrième révolution qui s'appelle la révolution 4.0, c'est la connectivité. C'est-à-dire que cette révolution, elle a de particulier qui est que on n'est plus dans l'énergie, on n'est plus dans l'électronique, on est dans la capacité qu'ont les machines à communiquer entre elles, grâce à Internet, notamment, pas que. Et en fait, on voit l'émergence d'objets connectés, de machines connectées, de systèmes connectés. Exemple concret, l'exemple de base, hyper simple, c'est une machine à café dans une entreprise. Elle n'a plus de café. Eh ben, il va y avoir un signal qui est envoyé par cette machine à l'équipe de maintenance de l'entreprise qui gère la machine pour lui dire « j'ai plus de café ». Et donc l'entreprise va envoyer une personne pour remplir les différents réservoirs vides. C'est une machine très simple, une machine connectée à un central pour gérer les choses. Après, on peut imaginer des machines plus complexes, comme par exemple 2 machines liées entre elles. Exemple concret, la télémédecine à distance. Il y a des gens, des chirurgiens qui opèrent à distance, qui par exemple, ils ont une machine, donc mettons une sorte de robot, une main à Boston, qui va utiliser par exemple pour bouger un ciseau ou un cutter, par exemple, un couteau. Et à New York ou à San Francisco ou à Paris, peu importe, on voit une autre machine qui va faire le mouvement répliqué de celui utilisé par l'être humain à 5000 bandes de là. Ou également les voitures autonomes. Les voitures autonomes, ce n'est plus ni moins que des objets connectés. Hein. Et donc, la 5G va permettre l'émergence de la voiture connectée parce qu'il faut des débits extrêmement rapides. Donc, une voiture, c'est l'objet emblématique connecté. Une montre connectée, hein, qui mesure mes pas ou peu importe, est aussi une machine simple connectée. Donc, on voit vraiment l'émergence depuis 10-15 ans d'objets qui se connectent entre eux, qui peuvent non seulement interagir avec l'être humain, mais en plus interagir entre elles, sans intervention parfois de l'être humain. C'est ça qu'il faut comprendre. Alors maintenant, quand on a compris ça, on se dit, mais comment l'artisan il se positionne, comment ça se passe? On va voir ça maintenant. On se dit, l'artisan, je prends l'exemple simple d'un artisan qui fait un trou. Eh ben, à l'époque, il le faisait avec une chignole, avec une énergie mécanique qui provenait de sa main. Dès que l'industrie a investi dans le courant électrique, l'a mis en œuvre, des gens ont construit des perceuses pour permettre à l'artisan de percer les trous. Donc, ces trous étaient plus rapides, plus précis, plus jolis et moins chers. Et il y a 50 ans, quand on a créé l'électronique qui a permis la création de commandes numériques, l'artisan a réussi à faire des trous à une machine à distance. Donc, un trou était fait à l'époque avec la sueur de son front, avec l'électricité et avec ici l'électronique. Et maintenant, quand on regarde la dernière révolution, qui est à droite, elle est particulière parce que le trou, ça y est, le trou, on le fait vite, à distance, mais donc il faut s'imaginer que l'artisan, c'est un petit peu comme une machine, parce qu'il produit des choses. C'est une personne qui produit des trous ici, il pose des tuiles, il pose des ardoises, en fait, il construit un mur. Donc l'idée est de dire que l'artisan, c'est comme une machine qui se connecte. C'est un artisan connecté. En fait,
La connectivité que l'on voit entre les machines, on la voit également avec les êtres humains. En effet, on a tous notre téléphone portable. Donc, l'idée derrière ça, ce qui se cache, c'est que l'industrie qui se révolutionne avec le 4.0 a généré des innovations que l'artisan va utiliser pour mieux bosser grâce à la connectivité. Et quand on regarde bien, il y a deux catégories d'innovation ou de révolution. La première, c'est les trois premières. Hein. Quelque part, comme tout à l'heure je le disais, on va essayer de faire un trou plus vite, plus propre, plus beau et moins cher. Mais ce n'est pas avec un smartphone qu'on pourra faire un trou plus vite, on est bien d'accord. Donc, c'est-à-dire que la quatrième révolution industrielle, qui va générer ce qu'on appelle l'artisan 2.0, c'est qu'elle ne va pas toucher comment on fait un trou ou comment on pose une tuile, mais qui va toucher tout ce qui est autour. Alors, comment être plus productif ailleurs, notamment au bureau, chez le client, en conception, en gestion. Autrement dit, il s'agira de faire toujours ici les choses correctement, faire un trou correctement, ça c'est évident, c'est la moindre des choses, mais en plus faire les bonnes choses, c'est-à-dire choisir les bonnes manières pour être un bon artisan. Et l'exemple va arriver tout à l'heure. Et donc, vous voyez, c'est un peu cette différence entre l'artisan 1.0 qui cherche à bien faire son travail avec le 2.0 qui cherche à faire les bonnes choses, à bien gérer sa boîte, à bien se former. Eh bien, on l'a vu dans l'histoire. Et cette photo, j'aime beaucoup parce que à gauche, c'est mon beau-père qui était couvreur, donc ici, en 59, ça fait 60 ans, 62 ans exactement. Et c'était son père derrière lui qui était déjà couvreur en Bretagne. Et ce monsieur, c'est un couvreur, j'ai pris une photo il n'y a pas très longtemps. Et comme ça, vu de nez, comme ça, on se dit, mais bah, tout compte fait, c'est les mêmes positions, quoi. Les gars sont pareils, ils posent une ardoise, ils posent l'ardoise ici, il y a des lattes de bois, bah, c'est pareil. Et puis là, il y a un outil, vous voyez, l'outil ici, un peu l'outil qui est là, on le retrouve ici. Donc on se dit, bah, en 60 ans, rien n'a changé. En fait, la manière de poser des choses, d'étanchéifier un toit, n'a pas beaucoup changé. Un peu, mais pas beaucoup. Par contre, ce qui a changé, c'est tout ce qui est autour. C'est-à-dire qu'en un demi-siècle, on est passé d'un monde de tradition à un monde avec beaucoup d'innovation, beaucoup de matériaux nouveaux, un monde beaucoup plus stable, avec un monde beaucoup de changements. Aujourd'hui, le monde change très vite. C'était plus simple. L'artisan faisait sa prestation, c'était toujours la même. Alors que maintenant, il s'adapte, il propose des choses nouvelles, il se différencie par rapport à ses concurrents. C'est plus compliqué, c'est plus complexe, c'est plus compliqué. L'artisan devient chef d'entreprise, donc il n'est pas uniquement très bon sur le chantier, mais aussi très bon en tant que chef de patron d'entreprise, chef d'équipe. Et on est tous d'accord sur le fait qu'à l'époque, il y avait plus de temps, il y a beaucoup, beaucoup moins de temps. Et enfin, durant les 30 glorieuses, on peut se dire que les marges étaient quand même assez bonnes, l'économie était en bonne croissance, qui a laissé place à une activité économique beaucoup plus incertaine, avec des pics d'activité, voire des trous, des cycles beaucoup plus courts, ce qui fait que toutes ces problématiques que je liste là, il y en a 6, elles n'ont rien à voir avec les chantiers, mais rien du tout. On posera toujours la tuile pareil. Par contre, les conditions de vie sont différentes. Et c'est là qu'on peut se dire, l'artisan de droite, ici, il a une opportunité incroyable, c'est que les technologies du numérique vont lui permettre de mieux gérer la complexité, de mieux gérer cette économie incertaine, de mieux gérer le temps, de mieux gérer les changements. S'il n'avait pas ça, ce serait beaucoup plus dur. L'opportunité historique, c'est que le numérique va permettre à ces artisans d'encaisser ces changements brutaux et de s'adapter. Donc on dit en fait, l'artisan 2.0, c'est quoi? C'est un artisan augmenté. Alors, comment on dit encore? On dit c'est les 3 C. C'est un artisan qui est connecté, c'est le premier C. C'est-à-dire qu'il va utiliser, grâce à ses connexions, des ressources infinies, des outils, des services, des bases de connaissances, grâce à Internet. Il est également collaborant, il collabore beaucoup plus, c'est-à-dire qu'avant, il y avait des réseaux, bien sûr, physiques de collaboration, comme les syndicats, comme la FFB, et elle est là pour créer un réseau relationnel de gens de même compétences, de même métier, pour collaborer physiquement, mais également grâce aux outils comme ce qu'on a aujourd'hui entre nous, du Zoom, du Google Meet ou d'autres, Webex et autres, eh bien, on peut collaborer de manière digitale.
Et le troisième C, c'est la communication. Donc l'artisan, il communique, c'est-à-dire que, exemple simple, il y a 25 ans, quand une entreprise voulait faire de la publicité pour ses travaux de couverture, par exemple, il allait imprimer 1000 dépliants qu'ils allaient poster dans un courrier avec une boîte aux lettres. Maintenant, on génère une page Internet, une page web, une vitrine digitale qui est toujours ouverte. Le 25 décembre, si l'artisan est fermé, parce que c'est Noël, si moi je suis en particulier, je cherche un artisan couvreur près de Tours, ben, je le trouverai parce que je vais aller voir son site Internet. Donc il est toujours présent partout et tout le temps. Donc vous voyez un peu cette notion d'ubiquité. Donc l'artisan augmenté, c'est qu'il va mieux communiquer, mieux collaborer et mieux connecter. Et quand on regarde un petit peu ces deux mondes, on a le digital et la tradition. Et quand on a quelque part ces deux mondes, on peut les expliquer comme ça. D'un côté, l'artisan utilise ces outils-là, qui sont symbolisés par exemple par les applications, qui sont symbolisés par les fonctions des logiciels, par des ordinateurs qui sont sur le cloud pour faire des calculs de maquettes 3D, par exemple. Ou un drone qui est un autre objet connecté. Un drone, il est connecté. C'est-à-dire qu'un drone, comme celui que vous allez voir tout à l'heure, il est connecté à des satellites qui sont à 22 000 km du drone et qui permet de voler à 5 cm près. Donc c'est assez incroyable de voir les innovations technologiques et les satellites qui se volent à 22 000 bandes, qui piècent des drones de 300 grammes avec une précision incroyable. Mais d'un autre côté, à gauche, on a toujours les mêmes outils pour faire des tranchées, pour faire des murs de parpaing et que sais-je. Bien sûr, ça fait partie de la tradition et de la façon de faire. Donc, l'artisan aujourd'hui qui, je pense, se sortira le mieux, c'est celui qui utilisera avec la meilleure pertinence possible pour lui les outils du monde de gauche, ici, et du monde de droite, ici, numérique. Voilà. D'où cette notion d'artisan 2.0 et non pas 1.0 ou d'artisan augmenté. Et donc, quand on regarde maintenant les enjeux que tout à l'heure je vous ai un petit peu expliqué avec la photo de mon beau-père des années 59, on peut les relister ici différemment et vous allez voir qu'ils n'ont rien à voir avec le chantier. Hein. C'est comment être plus productif dans les tâches administratives. Et bien, le numérique peut aider. Comment mieux maîtriser ses coûts? Comment connaître ses coûts et gérer sa boîte? Encore une fois, le numérique peut aider. Comment gérer les chantiers? Comment travailler en réseau? Comment gérer ses clients? Encore une fois, ça n'a rien à voir avec la façon de poser la tuile ou de poser une laine de verre ou une gouttière ou un câble de courant électrique. Ça a à voir avec autre chose que le chantier. Et typiquement, c'est des sujets qui peuvent être améliorés grâce au numérique. Et enfin, l'artisan a toujours été innovant, il a toujours essayé d'améliorer ses façons de faire. Et bien c'est pareil pour l'innovation grâce à Internet. On peut accéder à des référentiels de pose, au BIM, à l'IFC, on peut accéder à des formations continues. Quelque part, pour juste lister ces 9 items, on voit qu'aucun d'entre eux n'est lié au chantier, à la façon de faire, mais tous sont hyper importants aujourd'hui et peuvent être améliorés, pris en compte, mieux pris en compte grâce au numérique. Maintenant, on va descendre d'un cran, on va redescendre sur Terre et je vais vous expliquer comment notre plateforme web et les drones qu'on utilise sont justement deux exemples concrets d'outils du numérique au service de l'artisan. La plateforme web, c'est un outil, c'est un logiciel en fait, sur Internet qui permet de gérer sa entreprise. Et dans ce logiciel, on y a mis des ouvrages qui permettent de décrire les façons de faire. Exemple, pour poser 1 mètre carré d'une tuile, il faut tant de tuiles, il faut tant de temps, il faut tant de fixations, il faut tant de supports de bois, etc. etc. Ça, c'est typiquement les hommes de l'art, pardon, les hommes du métier qui vont définir ça. Par contre, la technologie qui héberge ça, c'est Internet. C'est ce qu'on appelle le cloud, le nuage, qui permet d'avoir accès à des services, de faire les devis, gérer les facturations, sa trésorerie, avoir des prix, gérer ses temps. Bref, cet exemple montre qu'une plateforme de logiciel donc, de gestion pour les artisans du bâtiment qu'on a développée s'appuie sur ces deux jambes, la jambe de métier et la jambe de technologie.
Et autrement dit, elle fait quoi cette plateforme? Eh bien, elle intègre des matériaux, donc sa copie de matériaux qui sont mis à jour en termes de tarifs, également des ouvrages. Un ouvrage, c'est encore une fois, c'est une gamme de production qui décrit combien de temps il faut pour faire tel et tel travaux. Tout ça sur le nuage, sur le cloud. Et on y a connecté un drone. Donc, quelque part, on a fait parler le cygne et le canard. C'est-à-dire que le drone permet de numériser l'existant, un bâtiment par exemple, pour ensuite l'exploiter pour faire son devis, sans chantier et sans facturation. En effet, quand un client il appelle un artisan pour dire là j'ai un projet d'agrandissement ou j'ai mon toit qui fuit ou que sais-je, on vient faire un premier rendez-vous avec le client. Et si c'est un artisan couvreur, par exemple, ou du gros œuvre, il va utiliser le drone pour numériser l'existant. Grâce à ça, avec la maquette 3D générée, vous allez voir après une vidéo, il pourra faire son devis hyper simplement, très rapidement, le proposer au client. Si l'affaire est gagnée, il peut gérer le chantier, voir s'il est profitable, facturer et jusqu'à comptabilité. Et ça, c'est typiquement le logiciel qui fait ça depuis l'opportunité du client jusqu'à la clôture et la facturation. Et le principe est de dire qu'une fois que le devis il est fait, il contient la liste de courses, il contient le temps, qui permet donc de voir si on est en retard ou en avance, et donc, in fine, ça permet de savoir si le chantier sera ou pas profitable. Et donc, ça, je mets ici un exemple d'un ouvrage, d'une gamme de production de pose d'une noue à noquer, c'est une façon de faire de couverture. Et en fait, là, on dit, pour poser cette noue à noquer, 1 mètre de longueur, il faut 1h80 de manœuvre, il faut 0,79 m² de feuilles de zinc, il faut 80 grammes de clous et il faut 25 tuiles. Et ça, ce sont les hommes de l'art, ce sont les gens qui ont fait ça depuis des années, qui ont transmis parfois les savoir-faire, et qui l'ont codifié, qui l'ont écrit dans les livres des précis de couverture de charpente, de tous les métiers du bâtiment, qui, avec leur expérience, ont mis l'expérience dans le logiciel. Et bien sûr, ensuite, chaque entreprise ajuste ses coûts et ses temps. Donc, vous voyez, en fait, on a encapsulé, la technologie a encapsulé le savoir-faire. Donc, la technologie, le numérique doit être au service de la tradition, du savoir-faire, et non pas son ennemi. Là, je vais vous montrer une petite vidéo qui vous expliquera assez facilement comment fonctionne un drone et comment fonctionne la plateforme numérique. Je vais changer d'écran. Voilà. Alors. Donc, c'est un projet qu'on avait à l'époque, il y a quelques temps, d'une maison à Ouascal, près de Lille, d'une belle maison en tuiles plates. Et le drone, c'est un drone qui fait 350 grammes, qui est tout petit, hein, donc il est bourré de technologie, mais qui est tout petit. Et on le connecte avec sa manette, on le connecte avec un smartphone ou une tablette. Et en fait, la clé, c'est que le drone, il a un GPS. Ça veut dire qu'on va programmer le vol que le drone va faire. Il va décoller d'ici. Il va aller en ligne droite sur le point start, à 25 mètres d'altitude. Il va tourner en suivant scrupuleusement la ligne, le val blanc, à 5 cm près, piloté par des satellites très très loin dans le ciel. Et il va prendre des photos et va atterrir tout seul. Tout ça en autonomie. Quand je vais appuyer sur le bouton Start, la mission est transférée dans le drone. Il décolle tout seul. Il se met à 25 mètres, dans ce cas-là, bien sûr. Il tourne et toutes les 5-6 degrés, le drone prend les photos. Et la clé, c'est que le drone, comme il a un GPS, on sait exactement pour chaque photo prise dans quelle place dans l'espace était le drone lorsqu'il a pris la photo. Donc la photo, elle est géotaguée, géolocalisée. Donc par extension, les 20 millions de pixels de chaque photo sont eux-mêmes géolocalisés. L'exemple ici, le drone a décollé, il était en ligne droite sur le start, et là on voit les petits points noirs, photo, 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 photo. Et donc, il fait son tour, il atterrit tout seul, et le bâtiment qui est là, grosso modo, j'ai mis à peu près, enfin le drone, pas moi,
a mis 4 minutes 30 pour faire le tour du bâtiment. Il a généré 100 photos. Et au bout de 20 minutes, les photos ont été calculées par des calculateurs sur le cloud, hein, par des gros ordinateurs. Et ça a généré une maquette numérique qui va arriver là. Donc, on est parti à peu près de 2 milliards de points. Donc 20 millions de pixels par photo fois 100, ça fait 2 milliards de points. Et on arrive ici à une maquette 3D de 20 millions de pixels qui sont tous géotagués. C'est-à-dire que chaque point dans la maquette, on peut savoir où est ce qu'il est dans l'espace. Exemple, ici, si je clique sur le haut de la verrière et je clique sur le haut de la cheminée, je peux avoir 2 points dans l'espace, je connais la distance, c'est mathématique. Et donc là, l'exemple que je vous montre dans la vidéo, je vais cliquer sur le point ici, c'est un arrêtier, pour voir sa longueur. Je fais deux clics, clac, donc le point A, le point B, et puis je vais regarder, ça va me faire 4,16 m de long, 2,93 de projection horizontale, 2,95 de verticale, et donc 45 degrés. On a Pythagore. Donc en fait, à partir de 2 clics, l'artisan dispose des longueurs, des projections, des angles, et aussi des surfaces. Tout ça sans être monté sur un toit. Tout ça en ayant fait voler un drone pendant 5 minutes autour d'un bâtiment, ce qui est extrêmement court. Là, j'ai mesuré une surface d'une demi-lucarne et on retrouve une surface de 3,9 mètres carrés ici. Voilà. Donc, une fois qu'on a fait ça, eh ben, on quitte la maquette 3D et on arrive dans le logiciel de gestion. Donc, c'est là que moi je dis, on a connecté le cygne et le canard. C'est-à-dire qu'on a fait parler une maquette 3D avec un programme de gestion d'entreprise pour l'artisan du bâtiment. Donc, j'ai importé les cotes du projet Wascal. On retrouve ici arrêté Cornier, rue, etc., etc. Et puis ensuite, on va associer ce jeu de données avec le devis. Pour l'exemple, j'ai simplement ici posé dans le devis un ouvrage, donc ce fameux référentiel de pose, qui me dit que pour fournir et poser 1 mètre carré de cette tuile, de cette maison-là, il faut 1h03, 73 tuiles plates, 12,5 mètres linéaires de bois et un petit peu 130 grammes de clous. Et donc, je continue la vidéo, hop, voilà. Je prends la cote qui m'intéresse, exemple plan carré et côté école, je le pose là, ce qui me donne en fait, pour poser 38 mètres carrés, il faut 40 heures de boulot, 2800 et des brouettes de tuiles, presque 500 mètres linéaires de support de bois, etc., etc. Donc, on a comme ça, on a marié d'un côté les cotes du mètre, ça s'appelle les métrés, qui proviennent d'une maquette 3D, qui proviennent elles-mêmes, qui proviennent de la maison, enfin du bâtiment réel, qui était donc numérisé. Et on a marié tout ça avec les façons de faire, les usages qui vont transformer ces cotes en palettes de tuiles, en palettes, enfin en livraison de mètres linéaires de litho, en boîte de clous. L'artisan connaît parfaitement bien son coût, son prix de vente. Ça, c'est l'innovation clé d'association d'ouvrages techniques générés par les artisans eux-mêmes et des compagnons avec le métrait provenant du drone. On a à peu près 15 000 ouvrages, là, on en a vraiment beaucoup, beaucoup. Là, on montre qu'on peut chercher facilement des ouvrages dans notre catalogue. Ils contiennent d'ailleurs les règles techniques, hein, les DTU qu'on appelle, ça s'appelle les DTU. Voilà. Et puis, on insère un écran, enfin, on continue notre devis, on insère les gouttières et tutti quanti. Une fois que le devis est terminé, ben on va voir que voilà, il nous faut 44 heures de travail. 3 200 €, c'est le coût du chantier, mais il faut les frais généraux, donc on a 4 000 € de frais de coût de revient, c'est-à-dire le point mort. Le point mort, c'est le prix de vente minimum en dessous duquel il faut parler. Puis on a le prix de vente avec la marge qui va bien. Donc l'artisan, il va toujours connaître quelque part son point mort et son prix de vente. Comme ça, il ne sera pas trop tenté de trop baisser les prix parce que ben, ce n'est pas la peine qu'il fasse des ventes sous un point de mort. Ça n'a pas d'intérêt. Et donc, une fois que le chantier qui était donc devisé est signé, l'artisan va donc pouvoir facilement gérer les avancements de chantier.
Donc là, il a gagné l'affaire. Très bien, super. Voilà. Donc là, il va commencer l'exécution de chantier. Encore une fois, grâce à cette base d'ouvrages qui permettent d'avoir les temps main-d'œuvre. Donc, on va créer une fiche de chantier, voilà, qui, j'ai un tout petit peu en arrière, un tout petit peu, qui comprend ici, voilà, ici, la liste de courses, toutes les fournitures nécessaires, et puis en dessous, les détails des main-d'œuvre. Et puis donc, on va associer à ce chantier une équipe de production. Mettons, c'est l'équipe qu'on va appeler l'équipe numéro 2. Voilà. Et puis, on va dire que lundi, ils ont bossé 7 heures. Voilà. Tac. Pouf. Voilà. Donc là, quelque part, on dit, eh ben, durant la semaine, ils ont bossé 49 heures, alors que j'ai vendu 44 heures. Je suis en retard donc de 5 heures. C'est pas bien. Donc déjà, là, il y a un warning où moi, je suis d'entreprise, je me dis, punaise, les garçons, ils sont en retard. Donc, si je ne fais pas gaffe, si je ne récupère pas ce retard, je vais probablement faire une marge pas terrible, voire nulle, voire négative du chantier. Donc, on compare l'exécution avec ce qu'on a vendu au client. C'est fondamental. Voilà. On est en retard de 87. Voilà le principe du logiciel. Et derrière, on va à la facturation. Donc, vous voyez un peu cet exemple concret de drone avec un logiciel sur Internet vous montre comment on peut utiliser les technologies numériques, pas pour poser les tuiles, mais pour faire tout ce qui est autour. Faire un bon devis, faire des bons relevés de maîtrise, proposer rapidement un devis avec des prix de vente précis et pas déconnants, gérer les chantiers et facturer. D'ailleurs, regardez, ça c'est Frédéric, c'est un copain de couvreur qui est d'entreprise, il a aussi son marteau de couvreur ici, vous voyez? Même que celui du beau-père dans la photographie noir et blanc. Je vais maintenant quitter la vidéo pour revenir sur la présentation PowerPoint. Voilà. Hop. Diaporama, il est là. Voilà. Et donc, les constatations sont sans appel. Hein. Les impacts sont majeurs. Un artisan, en moyenne, il faut se rendre compte qu'il fait à peu près 5-6 devis pour en signer un. C'est-à-dire qu'il va monter 5 ou 6 fois sur le toit, se mettre 5 ou 6 fois en danger pour signer un devis. Ce qui est voilà, c'est l'habitude parce qu'il y a la concurrence, parce que voilà. Et avec notre logiciel, c'est 40%. Donc, il multiplie par 2 son taux de succès. Ensuite, il passait 2 heures parce qu'il écrivait tout est texte, il calculait les quantités pour les coûts et les prix, c'est terminé. Grâce aux bases de temps, grâce aux référentiels, aux ouvrages, eh bien, on passe une demi-heure. Donc, on convertit plus de devis en affaires, on fait 3 fois moins de temps et on fait x2 en termes de marge parce qu'on arrête de vendre sous le point mort, ce qui est effectivement le minimum des choses, mais quand on ne connaît pas son point mort, on vend très souvent plus bas que le concurrent, sans savoir qu'on est allé dans la cave, quoi. Donc c'est pas bien, enfin c'est pas bien, enfin, c'est comme ça. Donc là, avec ces outils de numérique, on peut vendre correctement son chantier, passer peu de temps pour faire un devis et gagner plus de devis. Et donc là, on a une synthèse préliminaire pour l'instant qui vous donne plusieurs messages. L'artisan 2.0 est vraiment une réalité. Vous avez bien vu l'exemple concret que je vous montre avec un drone et un logiciel. S'il est aussi bon au bureau qu'au chantier, l'artisan va tirer les marrons du feu, son épingle du jeu. En effet, grâce au numérique et à la connectivité, les artisans ont cette opportunité pour être des meilleurs chefs d'entreprise ou des meilleurs artisans. Et puis, pour conclure également, je voudrais avoir cette ambition de dire que on a encapsulé la tradition, donc le numérique doit servir la tradition. Ce n'est pas antinomique, c'est au contraire complémentaire. On peut associer, comme tout à l'heure je l'expliquais, je vais montrer l'icône du petit bonhomme noir là, à gauche, dans la main gauche, il a sa perceuse et à droite, il a sa connectivité. Et ça, c'est pour moi l'image moderne d'un artisan et de ce que sera comme futur artisan. Maintenant, je vais vous montrer en quelques minutes une vraie maquette 3D, non pas une vidéo, mais une vraie maquette 3D qui vous permettra de voir comment se manipule une maquette 3D grâce au drone. Et donc, voilà, c'est une belle abbaye
qu'on avait droné il y a quelques temps. Déjà, on va commencer à voir un petit plan en 2D. Et on va partir de, ça c'est Google Maps. Rien de bien transcendant, on voit que c'est effectivement très très flou. On devine le bâtiment, mais on ne peut pas vraiment savoir, enfin, compter le nombre de tuiles ou de mesurer les choses. Déjà, avec les drones, eh bien, on est beaucoup plus précis. Là, je zoome. On peut compter ici, on peut compter les faîtières. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 faîtières déjà. On voit qu'il y a des choses un peu bizarres. Enfin, pas bizarres, c'est en plomb ici. Moins 5, ça dépend. Donc, là, on a une vue 2D hyper précise. On voit ici, par exemple, là, les buissons, là, enfin les buissons, les décorations, c'est pas buisson, c'est une fontaine, une petite fontaine, qui est vide en hiver. Et maintenant, on va aller voir le 3D. Et le 3D, c'est un objet mathématique. C'est une vue mathématique qui est là, qui permet, on peut voir sous le bâtiment, en fait, on ne voit rien. Quand on voit sous, c'est comme une peau, ce sont que des points. Ce sont que des points, il y a peut-être 15 millions de points là qui font ce que vous voyez en termes d'aperçu physique, mais ce sont que des points. Et je peux cliquer sur n'importe quel point et mesurer des distances. Exemple, je peux par exemple mesurer une distance. Ici, par exemple, si je veux qu'un engin de chantier, par exemple une grue, puisse arriver ici, ben, je vais voir si elle ne va pas défoncer la pelouse. Donc, je fais ça, et je mesure 5,50 m. Et donc, je peux savoir si ma grue, si elle fait 6 mètres, ben, c'est limite, mais je peux encore passer. Je peux faire des mesures, comme par exemple ici, j'ai fait une mesure de faîtage, ici, qui fait 30 mètres 62. Précisément, ça fait 30 mètres 63, 64. Avec une angle, donc une pente de 0,3 degrés. Donc, les gars, vraiment, les charpentiers ont vraiment très bien construit la maison, enfin, l'abbaye, avec un faîtage extrêmement horizontal. Encore une chose plus complexe, une abside comme ici, une abside, c'est difficile à calculer. Il faut prendre des cotes de diamètre, estimer le diamètre. Donc là, j'ai fait clic, 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 j'ai cliqué sur tous les points, là j'ai fait ça. Et ça m'a donné sur 76 mètres carrés d'abside. Donc on a comme ça, l'intérêt c'est qu'on ne monte plus sur le toit en se mettant en danger. Le drone le fait pour soi. On a des mesures très précises et très rapidement. Voilà encore une fois l'innovation du numérique, les fameux artisans 2.0, qui ne sert pas à poser une tuile, mais qui sert à chiffrer correctement un chantier de tuiles ou d'ardoise. Là, ce sont des tuiles, en l'occurrence. Voilà. Il est 20h15. Je vais conclure en passant sur un autre slide. Voilà. Donc en synthèse, vous avez compris, vous avez vu là, en fait, on a fait deux grandes choses. On a surtout regardé, on a analysé le temps long. Donc mettre en perspective, c'est très important de comprendre les phénomènes quotidiens actuels en mettant en perspective ces phénomènes. L'artisan aujourd'hui, 2.0, c'est le résultat d'innovations technologiques et de révolutions industrielles successives. La dernière a commencé il y a 15 ans. L'artisan décale, c'est-à-dire que le premier qui a utilisé une perceuse, par exemple, l'a utilisé longtemps après que Henry Ford a créé sa machine, a créé ses usines de production pour faire ses voitures. Donc on voit que quelque part, on est qu'au début d'une ère de numérisation fondamentale de l'artisanat, du bâtiment au sens large, avec des choses bien, des choses moins bien, des innovations parfois un peu de mode. Donc la manière de réelle innovation digitale, c'est de comprendre, de voir les prix de vente. L'exemple concret, c'est que vous avez par exemple des écrans plats de l'époque, qui sont sortis, ils coûtaient extrêmement cher. Eh bien, on a vu très vite les prix qui sont cassés à la figure. Ça montre quoi? Ça montre que l'industrie a augmenté la production de ces écrans plats, que les gens les achetaient, donc les volumes augmentaient, donc on maîtrisait mieux les écrans, la production, la qualité et les performances. C'est typiquement ce qui se passe pour un drone et aussi pour les logiciels en mode Internet. Maintenant, tous les logiciels sont quasiment tous développés
que moi je pousse, en l'occurrence le drone et les logiciels de gestion sur Internet, ce sont des innovations fondamentales, structurelles, qui seront là sur le long terme, parce qu'on a vu les prix qui baissent. Un drone, c'est 1 500 €, et le cloud est maintenant présent, et on ne va pas me changer de modèle. On ne va plus revenir sur les logiciels installés sur les ordinateurs, c'est fini. Et donc, en perspective, l'artisan, pour moi, qui vraiment tirera son épingle du jeu, c'est celui qui pourra encore choisir avec pertinence les outils des deux mondes numériques, qui ouvrent des perspectives, des outils matériels qui vont lui permettre de faire du bon boulot. Merci pour votre écoute. Je vous suggère, si vous avez quelques instants, de faire un petit like sur WebDevis, à la fois sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, si vous voulez, ou sur LinkedIn. Et je vais arrêter le partage d'écran pour être à l'écoute de vos questions. Merci, Monsieur Aupert.